Le soleil brûlant de l'été frappait sans pitié les épaules frêles de Bridget Powell, alors qu'elle transportait une nouvelle charge de foin à travers la cour poussiéreuse du Ranch H. Nous étions en 1878 à Petaluma, en Californie, et à 20 ans, Bridget avait déjà enduré plus d'épreuves que la plupart des gens n'en rencontrent dans toute leur vie. La sueur coulait le long de son cou, humidifiant le col de sa chemise de travail usée, tandis qu'elle peinait sous le poids de sa charge. Pas assez vite, ma fille, aboya Cilla Fletcher, le contremaître du ranch. Sa voix était aussi sèche et rude que la terre desséchée sous leurs pieds. Il te reste encore la moitié de la grange à nettoyer avant le coucher du soleil, et ces poteaux de clôture ne se répareront pas tout seuls. Bridget ravala sa réplique, sachant que cela ne ferait qu'empirer les choses. Depuis la mort de son père 3 mois plus tôt, qui n'avait laissé derrière lui que des dettes et le petit lopin de terre adjacent au Rocking H, elle était à la merci de Fletcher, travaillant pour rembourser les emprunts de son père au propriétaire du ranch, M. Hollister, qui restait invisible dans sa grande maison sur la colline surplombant la propriété. Je travaille aussi vite que possible, Monsieur Fletcher, dit-elle d'une voix ferme malgré son épuisement. Pas assez vite, ricana-t-il en la regardant sous le bord de son chapeau poussiéreux. La dette de ton père ne diminue pas à cause de ta lenteur. Je devrais peut-être réajouter des intérêts. La mention d'une dette supplémentaire fit se nouer l'estomac de Bridget. Elle travaillait du lever au coucher du soleil tous les jours depuis des semaines, et le montant de la dette de son père ne semblait jamais diminuer. Les méthodes comptables de Fletcher restaient mystérieusement complexes, et elle soupçonnait qu'il prolongeait délibérément son servage. À midi, les bras de Bridget tremblaient de fatigue. Les autres ouvrières du ranch lui lançaient des regards compatissants, mais gardaient leur distance. Fletcher avait clairement fait savoir que quiconque aiderait la fille Powell en subirait les conséquences. Ses mains autrefois fortes, désormais couvertes d'ampoules et de callosités, agrippaient le manche de la fourche tandis qu'elle nettoyait les étables. La pause pour boire est terminée. Fletcher cria depuis l'embrasure de la porte, bien que Bridget n'ait pas pris de pause de toute la matinée. Fini de nettoyer ses étables, puis va au pâturage nord. La clôture doit être réparée avant que le bétail ne s'échappe à nouveau. Bridget acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Le pâturage nord était à plusieurs kilomètres de marche, et le soleil de l'après-midi serait impitoyable. Elle travaillait déjà depuis 8 heures d'affilée, n'ayant bu que quelques gorgées d'eau et mangé un petit morceau de pain qu'elle avait glissé dans sa poche le matin même. Lorsque Fletcher s'éloigna, Bridget s'accorda un moment de repos, s'appuyant contre la cloison en bois de l'étable. Sa vision se brouilla, des taches sombres dansaient devant ses yeux. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours, gardant le peu de nourriture qu'elle avait pour son petit frère, Tommy, qui restait chez leur voisin âgé pendant qu'elle travaillait. Mademoiselle Powell, dit une voix calme derrière elle. Surprise, Bridget se retourna brusquement et vit Nate Harrington, l'un des nouveaux cowboys, debout juste à l'entrée de la grange. Il était grand, avec de larges épaules, le visage partiellement caché par son chapeau, mais elle pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux bleus. Monsieur Harrington, dit-elle en se redressant rapidement malgré ses vertiges, je devrais retourner travailler. Vous semblez sur le point de vous évanouir, dit-il d'une voix suffisamment basse pour ne pas être entendu à l'extérieur. Fletcher vous fait travailler plus dur qu'une mule de bas. Bridget secoua la tête. Je vais bien. J'ai besoin de ce travail. Ce travail, l'expression de Nate s'assombrit. Ce n'est pas un travail, mademoiselle Powell. C'est tout autre chose. Cela permet de rembourser la dette de mon père, insista-t-elle, même si à ses propres oreilles, ces mots sonnaient creux. Nate fit un pas vers elle. Je vous ai observé. Fletcher ajoute chaque jour de nouvelles aides, mais ne marque jamais rien comme payé. Ce n'est pas un travail honnête. C'est Harrington. La voix de Fletcher retentit depuis l'extérieur. Le bétail dans le pâturage sud ne se rassemblera pas tout seul. Que faites-vous là-dedans? Je vérifie juste que le maire n'est pas trop nerveux, monsieur, répondit Nate d'un ton suave avant de baisser à nouveau la voix. Cette conversation n'est pas terminée, mademoiselle Powell. Il souleva son chapeau et sortit d'un pas décidé, laissant Bridget le regarder s'éloigner, une étrange agitation dans la poitrine malgré son épuisement. Elle avait remarqué Nate Harrington avant même qu'il ne soit difficile de ne pas le remarquer, avec sa démarche assurée et son regard bienveillant, mais il s'était à peine échangé plus que des salutations polies depuis qu'il avait été embauché 1 mois plus tôt.
Le reste de la journée s'écoula dans un tourbillon de travail incessant, cependant. Au moment où le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur le ranch, Bridget avait mal partout. Ses mains étaient à vif, son dos lui semblait brisé, et Fletcher lui trouvait encore des tâches à accomplir. Il faut ranger la sellerie, ordonna-t-il alors qu'elle titubait en revenant de la réparation de la clôture dans le pâturage nord. Toutes les selles doivent être cirées, toutes les brides doivent être suspendues correctement. Monsieur Fletcher, il fait presque nuit, protesta faiblement Bridget. Je dois aller voir mon frère. Votre frère va bien chez la veuve Johnson. Fletcher la coupa. Et la dette de votre père ne diminue pas pendant que vous perdez votre temps à discuter. Allez à la scénerie maintenant. Luttant contre des larmes de frustration, Bridget se traîna vers la scénerie. Ses jambes lui semblaient lourdes et une vague de vertige la submergea. Elle n'avait rien mangé depuis le matin et même le petit morceau de pain n'avait pas suffi à la sustenter pendant cette journée épuisante. La sellerie était sombre, éclairée uniquement par une seule lanterne suspendue à un crochet fixé au mur. L'odeur du cuir et de la sueur des chevaux flottait lourdement dans l'air, tandis que Bridget commençait la tâche ardue de réorganiser l'équipement qui avait probablement été délibérément éparpillé juste pour lui donner plus de travail. Elle avait fini de polir la moitié de la troisième selle lorsque la pièce se mit à tourner. Le chiffon lui échappa des mains tremblantes et elle se mit à vaciller, cherchant à se stabiliser contre le mur. « Toujours là, ma fille. » Fletcher apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette imposante bloquant la lumière extérieure. « Je pensais que tu aurais déjà fini. On dirait que tu vas travailler toute la nuit. »« Je ne peux pas, » commença Bridget. Mais sa voix faillit. « Je ne peux pas. » Le ton de Fletcher devint menaçant. « Tu as peut-être oublié les termes de notre accord. Tu devais une somme considérable à M. Hollister. Et à moins que tu ne veuilles perdre ce petit bout de terre que tu appelles ta maison, tu travailleras jusqu'à ce que je te dise que tu as terminé. » Bridget déglutit péniblement, luttant contre la peur et l'épuisement. « Je travaille depuis des semaines, Monsieur Fletcher. Combien de temps faudra-t-il encore pour rembourser la dette? » Les lèvres minces de Fletcher esquissèrent un sourire qui donna la chair de poule à Bridget. « Eh bien, cela dépend de ton ardeur au travail, n'est-ce pas? Et du montant des intérêts qui s'accumulent. » Il fit un pas vers elle et Bridget recula instinctivement jusqu'à heurter le porte-selle. « Bien sûr, » continua Fletcher, sa voix se transformant en un murmure soyeux qui la terrifiait plus que ses cris ne l'avaient jamais fait. « Il y aurait peut-être des moyens de réduire cette dette plus rapidement si vous vous montriez accommodante. » Le cœur de Bridget battait à tout rompre dans sa poitrine. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Je pense que vous comprenez très bien. » Fletcher tendit la main et ses doigts cauleux écartèrent une mèche de cheveux de son visage. « Une jolie fille comme vous pourrait faire un travail plus facile. Beaucoup plus facile. » Bridget recula, dégoûtée et terrifiée. « Je préfère le travail que je fais. Merci, parvint-elle à dire d'une voix tremblante. L'expression de Fletcher se durcit. « Fais comme tu veux, mais ne t'attends pas à ce que je sois indulgent si tu prends du retard. Nettoie cette sellerie de fond en comble ce soir, sinon j'ajouterai une semaine à ton contrat. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Et ne pense pas à t'enfuir. Personne dans cette ville ne croira ta parole plutôt que la mienne. Et qui s'occuperait de ton petit frère s'il t'arrivait quelque chose? » La menace à peine voilée flottait dans l'air entre eux tandis que Fletcher sortait, laissant Bridget tremblante de peur et de rage. Elle s'effondra contre le porte-selle, ses jambes cédant finalement et la laissant glisser sur le sol. Elle ne savait pas combien de temps elle resta assise là, luttant contre les larmes et l'épuisement, lorsqu'une ombre passa à nouveau devant la porte. Bridget se raidit, s'attendant au retour de Fletcher, mais c'est Nate Harrington qui entra dans la sellerie, l'air sombre. « Mademoiselle Powell, » dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. « Vous allez bien, Monsieur Harrington? » murmura-t-elle, mortifiée d'être trouvée dans un tel état. « Je vais bien. Je me repose juste un instant avant de finir. »« Vous n'allez pas bien, » l'interrompit-il d'une voix douce mais ferme. « Vous pouvez à peine vous tenir debout. » Sans le prévenir, il tendit les mains et prit les siennes dans les siennes, les retournant pour révéler les ampoules et les coupures qui couvraient sa peau autrefois lisse. Il serra les mâchoires en les examinant. « Ce n'est pas normal, » marmonna-t-il. « Fletcher vous fait délibérément travailler jusqu'à l'épuisement. Je l'observe depuis des semaines.
Je dois finir, insista Bridget faiblement, en essayant de retirer ses mains. Sinon, il prolongera mon service et je dois me libérer de cette dette pour le bien de Tommy. L'expression de Nate s'assombrit. Quelle dette exactement? Combien ton père devait-il? 300 $, répondit Bridget. Il les a empruntés pour acheter des semences au printemps dernier. Mais la sécheresse. Et depuis combien de temps travailles-tu pour les rembourser? Près de 3 mois maintenant. Elle admit qu'elle travaillait tous les jours du lever au coucher du soleil. Nate fit rapidement quelques calculs. Marcel Powell, avec un salaire équitable, vous auriez remboursé cette dette il y a des semaines. Bridget le fixa du regard, les implications de ses paroles s'imprégnant lentement dans son esprit épuisé. Mais M. Fletcher dit... Fletcher ment, dit Nate d'un ton neutre. Il vous garde ici, vous faites travailler jusqu'à l'épuisement sans aucune intention de considérer la dette comme remboursée. Avant que Bridget n'ait le temps de répondre, des pas lourds se rapprochèrent de la sellerie. Nate se leva rapidement et se plaça entre Bridget et la porte juste au moment où Fletcher apparut. « Harrington !» grogna le contremaître. « Que faites-vous ici? Je vous avais dit d'aller vérifier le troupeau sud. »« C'est déjà fait, » répondit Nate d'un ton neutre. « Je suis venu chercher mon lasso de rechange dans la sellerie. » Le regard de Fletcher glissa sur Nate pour se poser sur Bridget, toujours assise par terre. La fille à Powell a encore du travail à faire. Ne la distrais pas. Elle a fini pour aujourd'hui, dit Nate d'une voix calme, mais avec un ton sec qui fit plisser les yeux de Fletcher. Qu'est-ce que tu as dit? Le contremaître fit un pas menaçant vers lui. J'ai dit qu'elle avait fini. Nate ne bougea pas. Regarde-la. Fletcher, elle tient à peine debout. Ce n'est pas ton problème, cowboy. Fletcher ricana. Cette fille travaille pour moi jusqu'à ce qu'elle ait remboursé sa dette. Une dette qui, selon mes calculs, aurait dû être réglée il y a plusieurs semaines. Rétorqua Nate. 300 $ à un salaire journalier raisonnable auraient été remboursés en un mois, même en tenant compte du gîte et du couvert, qu'elle ne prend pas puisqu'elle rentre chez elle chaque soir. Le visage de Fletcher s'assombrit de colère. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, Harrington. C'est entre moi et la Phil Powell, plus maintenant. La main de Nate bougea légèrement, se posant près de l'étui à sa hanche. Ce n'était pas une menace, simplement un rappel de sa présence. Elle vient avec moi. La tension dans la petite sellerie était palpable alors que les deux hommes se faisaient face. Bridget se leva péniblement, le cœur battant. « Monsieur Harrington, je vous en prie, » commença-t-elle, ne voulant pas de violence à cause d'elle. Mais Nate ne détourna pas les yeux de Fletcher. « Prenez vos affaires, mademoiselle Powell, » dit-il fermement. « Je vous ramène chez vous. » « Elle ne va nulle part, » grogna Fletcher, la main se dirigeant vers son arme. « Réfléchis bien, Fletcher, » l'avertit Nate. « Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour ça? Parce que je te promets que si tu sors ton arme, l'un de nous deux ne sortira pas d'ici vivant. Et je préfère mes chances aux tiennes. » Quelque chose dans la voix de Nate, une froide certitude, fit hésiter Fletcher. Son regard passa rapidement du regard fixe de Nate à sa main qui flottait près de son étui. « Monsieur Hollister ne tolérera pas cela, » avertit Fletcher. « J'ai hâte de discuter personnellement avec Monsieur Hollister de la situation de Mlle Powell, » répondit Nate, « y compris de votre comptabilité créative et de vos menaces. » Le visage de Fletcher se crispa légèrement à ces mots. « Vous êtes viré, Harrington. Quittez ce ranch avant que je ne fasse appel à mes hommes pour vous expulser. » Nate sourit, mais sans humour. « Je ne pense pas qu'ils le feront. La plupart d'entre eux ont observé la façon dont vous traitez Mlle Powell, et cela ne leur plaît guère. Maintenant, écartez-vous. » Pendant un instant, Bridget crut que Fletcher allait refuser et mettre Nate au défi. Mais après un face-à-face tendu, le contremaître recula, le visage déformé par la rage. « Ce n'est pas fini, » prévint-il. « Ça l'est pour ce soir, » répondit Nate. Puis il se tourna légèrement vers Bridget tout en gardant Fletcher dans son champ de vision périphérique. « Mademoiselle Powell, êtes-vous prête? » Bridget acquiesça, même si, en vérité, elle ne savait pas vraiment à quoi elle s'engageait. Tout ce qu'elle savait, c'est que Nate Harrington venait de se placer entre elle et le danger. Et pour l'instant, le suivre semblait être sa seule option. Alors qu'ils sortirent de la sellerie, Nate posa une main rassurante sur son coude, son contact doux, mais suffisamment ferme pour la maintenir debout, alors que ses jambes épuisées menaçaient de se dérober. Plusieurs employés du ranch les regardaient traverser la cour, et Bridget sentit ses joues rougir d'embarras. « Gardez la tête haute, » murmura Nate. « Vous n'avez rien fait de mal. »
Ils arrivèrent au corral où un magnifique étalon alezan scellé les attendait. Bridget reconnut la monture personnelle de Nate, un cheval fougueux que peu d'autres personnes au ranch pouvaient maîtriser. Tu sais monter à cheval? Demanda-t-il à voix basse. Oui, mais elle jeta un coup d'œil vers la maison du ranch où Fletcher se tenait sous le porche, les observant avec une malveillance non dissimulée. Monsieur Harrington, vous avez perdu votre emploi à cause de moi. Nate, la corrigea-t-il. Et ne t'inquiète pas pour le travail. Je n'avais pas l'intention de rester plus longtemps de toute façon. Il l'aida à monter, puis se hissa derrière elle avec une grâce naturelle. Bridget se raidit légèrement face à cette proximité inhabituelle, mais sa fatigue prit rapidement le dessus sur son malaise lorsqu'elle se retrouva adossée contre son torse solide. « Je dois aller voir Tommy », murmura-t-elle tandis que Nate guidait le cheval vers la porte du ranch. « Ton frère, où est-il? »« Chez la veuve Johnson, notre voisine, elle le garde pendant que je travaille. » Nate acquiesça. « Nous irons là-bas en premier, alors. » Alors qu'il s'éloignait du ranch, Bridget ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, comment elle allait nourrir Tommy et elle-même, ni comment ils allaient conserver leur terre sans les revenus du ranch, aussi maigres fussent-ils. Et pourtant, alors que le soleil couchant projetait de longues ombres sur la route poussiéreuse et que la présence rassurante de Nate soutenait son corps fatigué, Bridget ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, de l'espoir. Le trajet jusqu'à la petite maison de la veuve Johnson, à la lisière de la ville, prit moins de 15 minutes. La vieille femme ouvrit la porte, le petit Tommy accroché à ses jupes, son visage de 5 ans s'illuminant à la vue de sa sœur. « Bridget !» s'écria-t-il en se précipitant vers elle alors qu'elle descendait de cheval avec l'aide de Nate. Malgré son épuisement, elle le rattrapa, le serra contre elle et respira son odeur familière. « Tu es en avance ce soir, ma chérie », fit remarquer la veuve Johnson, ses yeux perspicaces observant l'apparence débraillée de Bridget et le grand cowboy derrière elle. Et avec de la compagnie, Madame Johnson, voici Nate Harrington, présenta Bridget en posant Tommy par terre, mais en gardant sa main dans la sienne. Il m'a aidé à quitter le ranch plus tôt aujourd'hui. La vieille femme comprit alors. Elle n'avait jamais approuvé la relation de Bridget avec Fletcher. Elle l'avait prévenu il y a quelques semaines que quelque chose n'allait pas. Il était temps que quelqu'un le fasse, dit-elle d'un ton approbateur. Ce Fletcher est un vrai serpent. Entrez tous les deux. Tu as l'air épuisé, Bridget, et je viens de mettre un ragoût à mijoter. Nous ne pouvons pas vous imposer cela, commença Bridget, mais la veuve Johnson balaya sa protestation d'un geste de la main. Mais non, votre fils m'a aidé dans mon jardin toute la journée. Il a mérité son souper, et à vous voir, vous n'avez pas mangé correctement depuis des jours. Elle les fit entrer précipitamment, Tommy bavardant avec excitation des punaises de pommes de terre qu'il avait trouvées et retirées du jardin. Nate resta légèrement en retrait, l'air presque incertain, jusqu'à ce que la veuve Johnson lui lance un regard sévère. « Toi aussi, jeune homme, tous les amis de Bridget sont les bienvenus à ma table. » La petite maison était modeste mais confortable, avec des meubles usés et une délicieuse odeur de ragoût de bœuf qui emplissait l'air. Bridget s'effondra sur une chaise à la table de la cuisine, ses jambes cédant enfin complètement. Tommy grimpa sur ses genoux, ses petites mains touchant son visage avec inquiétude. « Tu es toute sale », observa-t-il avec la franchise brutale des enfants. « Je travaillais dur », expliqua-t-elle en lissant ses cheveux noirs indisciplinés. « Trop dur », ajouta Nate en acceptant une tasse de café offerte par leur hôtesse. « Ta sœur a besoin de repos, Tommy. » Le garçon regarda Nate avec curiosité. « Tu es l'ami de Bridget? »« Je l'espère », répondit Nate avec un sourire doux qui transforma son visage sérieux. Pendant que la veuve Johnson servait le ragoût, Bridget se surprit à observer Nate interagir avec Tommy. Le cow-boy répondait avec patience aux questions incessantes du garçon, allant même jusqu'à sortir de sa poche un petit cheval en bois pour que Tommy puisse jouer avec. Il était clairement sculpté à la main, les détails suggérant un talent considérable. « C'est toi qui l'as fait? » demanda Bridget tandis que Tommy faisait galoper le jouet sur la table. « Oui, madame, » répondit Nate. « Le travail du bois me permet de passer le temps pendant les longs trajets avec le bétail. » C'est un travail magnifique. Une touche de couleur apparut sur les joues bronzées de Nate. « Merci. » Après le repas, que Bridget dut se forcer à manger lentement malgré sa faim,
La veuve Johnson insista pour préparer du thé pendant qu'ils discutaient de ce qui s'était passé au ranch. Nate expliqua la confrontation avec Fletcher d'une voix calme, mais le regard durcissant chaque fois qu'il mentionnait la façon dont le contremaître avait traité Bridget. Que vas-tu faire maintenant, mon chat? Demanda la veuve Johnson lorsqu'il eut terminé. Bridget fixa sa tasse de thé, prenant conscience de la réalité de sa situation. Je ne sais pas, admit-elle. Les légumes de notre jardin ne seront pas prêts avant plusieurs semaines et nous n'avons plus de revenus provenant du ranch. Elle s'interrompit, ne voulant pas exprimer ses craintes devant Tommy, qui jouait tranquillement dans un coin. Tu dois parler directement à M. Hollister, dit Bennet. Fletcher a menti au sujet de la dette. Je parierais que M. Hollister ne sait même pas ce qui se passe. M. Hollister ne vient jamais en ville, répondit Bridget. Personne ne l'a vu depuis des mois, pas depuis que sa femme est décédée l'hiver dernier. Alors nous irons le voir, décida Nate. Son ranch n'est pas loin. Je t'y emmènerai demain. Nous? Demanda Bridget surprise. Si tu me le permets, précisa-t-il, Fletcher n'abandonnera pas facilement. Il prépare un complot et j'ai l'intention de découvrir de quoi il s'agit. La veuve Johnson acquiesça d'un signe de tête. Tu ne peux pas affronter Fletcher seul, mon enfant. Cet homme est avide de pouvoir depuis son arrivée à Paloma il y a 3 ans. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Après avoir fini leur thé, Bridget se leva pour partir, remerciant la veuve pour son hospitalité. Tommy était à moitié endormi, son petit corps lourd dans ses bras. Laisse-moi, proposa Nate, prenant doucement le garçon dans ses bras. Tommy remua brièvement, puis se blottit contre l'épaule large de Nate sans se réveiller. L'air nocturne s'était considérablement rafraîchi lorsqu'ils quittèrent la maison de la veuve Johnson. Les étoiles scintillaient dans un ciel clair, et la ville de Paloma était calme. La plupart des commerces étaient fermés pour la nuit. « Ce n'est pas loin de chez nous », dit Bridget en montrant le chemin qui longeait la lisière de la ville. Après une courte marche, leur petite propriété apparut. Une modeste cabane avec une cour bien entretenue et le jardin dont Bridget avait parlé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur maison, la seule chose que son père avait pu laisser à ses enfants. À l'intérieur, Bridget alluma rapidement une lampe, tandis que Nate portait Tommy jusqu'à la petite chambre qu'ils partageaient. Elle rabattit le lit du garçon et Nate l'allongea doucement. Tommy marmonna quelque chose dans son sommeil, serrant dans ses mains le cheval de bois que Nate lui avait donné. « Merci », dit Bridget doucement, alors qu'ils retournaient dans la pièce principale. « Pour tout. » À la lumière de la lampe, elle pouvait voir Nate clairement pour la première fois de la soirée. Ses yeux bleus reflétaient la lueur chaleureuse, et son expression était empreinte d'une douceur qui contrastait avec sa confrontation précédente avec Fletcher. « N'importe qui aurait fait la même chose, dit-il. Mais ils ne l'ont pas fait, fit-elle remarquer. Toi, oui. Ils restèrent un moment dans un silence gênant avant que Nate ne s'éclaircisse la gorge. Je devrais y aller. Il est tard et tu as besoin de te reposer. Où vas-tu dormir? Demanda Bridget, réalisant soudain qu'il n'avait nulle part où aller après avoir été renvoyé du ranch. J'ai mon sac de couchage. Je trouverai un endroit près de la ville. Il se dirigea vers la porte. Attends, dit Bridget impulsivement. Notre grange n'est pas grand-chose, mais elle est sèche et propre. Tu es le bienvenu pour y passer la nuit. Nate hésita. Je ne voudrais pas causer de commérage. Après ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, je me fiche de ce que les gens diront, répondit-elle avec une fermeté inattendue. De plus, si Fletcher décide de venir chercher des ennuis, une inquiétude tacite planait entre eux. Nate acquiesça lentement. Merci, j'accepte alors. Bridget lui montra la petite grange où ils gardaient leur vieille vache laitière et quelques poules. Elle était modeste mais bien entretenue, avec un coin propre qui ferait un lieu de couchage adéquat. Il y a de l'eau fraîche dans le seau, dit-elle en s'attardant près de la porte, et des couvertures supplémentaires dans ce coffre si vous en avez besoin. C'est parfait, lui assura Nate. J'ai dormi dans des endroits bien pires. Elle aurait dû partir, retourner à la maison et dormir, ce dont son corps avait désespérément besoin. Au lieu de cela, Bridget se surprit à demander « Pourquoi m'avez-vous aidé, Monsieur Harrington? » Nate resta silencieux pendant un long moment, l'air pensif. « Nate, lui rappela-t-il gentiment, et je vous ai aidé parce que ce que faisait Fletcher n'était pas juste. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Il y a autre chose, insista-t-elle, sentant qu'il ne lui disait pas tout. Il soupira et passa une main dans ses cheveux bruns.
Je reconnais les signes parce que j'ai déjà vu ça. Ma sœur. Il marqua une pause, serrant les mâchoires. Ma sœur travaillait pour un homme comme Fletcher au Kansas. Il la faisait travailler jusqu'à l'épuisement. Il prétendait qu'elle lui devait encore de l'argent alors qu'elle avait largement remboursé sa dette. Quand j'ai découvert ce qui se passait, elle était malade, atteinte d'une pneumonie, parce qu'elle travaillait par tous les temps sans repos ni nourriture suffisante. Sa voix baissa tellement que Bridget dut tendre l'oreille pour l'entendre. Elle n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé, murmura Bridget, comprenant maintenant la profondeur de sa colère envers Fletcher. C'était il y a 5 ans, dit Nate. J'étais arrivé trop tard pour l'aider, mais je n'étais pas trop tard pour vous aider. Cette simple déclaration resta suspendue entre eux, lourde de sens. Bridget sentit les larmes lui monter aux yeux, sans savoir si c'était à cause de l'épuisement ou de l'émotion. Merci, dit-elle à nouveau, des mots insuffisants pour ce qu'il avait fait. Dormez un peu, mademoiselle Powell, dit-il doucement. Demain, nous réglerons tout cela. Bridget, le corrigea-t-elle avec un petit sourire. Si je dois vous appeler Nate, alors vous devez m'appeler Bridget. Il lui rendit son sourire et quelque chose de chaud se déploya dans sa poitrine malgré sa fatigue. Bonne nuit, Bridget. Bonne nuit, Maggie. Elle retourna lentement à la cabane, l'esprit en ébullition malgré l'épuisement de son corps. En une seule journée, tout avait changé. Elle avait défié Fletcher, perdu sa seule source de revenus et accordé sa confiance à un homme qu'elle connaissait à peine. Et pourtant, alors qu'elle se préparait à se coucher, vérifiant une dernière fois que Tommy allait bien avant de se glisser sous sa vieille couette, Bridget ne ressentait aucun regret. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit sans crainte, le cœur serré. L'aube se leva, teintant l'horizon oriental d'une douce lueur rose. Bridget se réveilla lentement, désorientée par la luminosité de sa chambre. D'habitude, elle se levait avant le lever du soleil pour faire la longue marche jusqu'au Ranch H. Les souvenirs de la veille lui revinrent en mémoire et elle se redressa rapidement. Un coup d'œil au lit de Tommy lui montra qu'il était vide, et la panique l'envahit brièvement jusqu'à ce qu'elle entende son rire aigu et clair provenant de l'extérieur. S'habillant rapidement, Bridget sortit sur le petit porche et trouva Nate et Tommy près du potager. Son frère était perché sur la clôture, regardant avec fascination Nate lui montrer comment faire un nœud de lasso correct sans utiliser de corde. Bridget, l'appela Tommy en l'apercevant, Nate m'apprend des trucs de cow-boy et il a très baissé et ramassé les œufs pour le petit déjeuner. Bonjour, dit Nate en se redressant. Ses cheveux étaient humides, comme s'il s'était lavé à la pompe à eau, et malgré le fait qu'il dormait dans une grange, il avait l'air remarquablement présentable. J'espère que cela ne vous dérange pas. Tommy s'est levé tôt, et j'ai pensé que je pourrais me rendre utile. Pas du tout, répondit Bridget, touchée par sa prévenance. Merci. Le petit déjeuner fut simple mais agréable, avec des œufs frais et le reste de leur pain. Tommy bavardait sans arrêt, visiblement enchanté par leur visiteur, tandis que Nate exposait son programme pour la journée. Nous devons voir M. Hollister immédiatement, expliqua-t-il. Il devrait savoir ce que Fletcher a fait dans son nom. Et Tommy? Demanda Bridget en jetant un coup d'œil à son frère. Je veux venir, déclara le garçon. Nate secoua doucement la tête. Il vaudrait mieux que tu restes avec la veuve Johnson, mon grand. Ce sont des affaires d'adultes. Le visage de Tommy s'assombrit, mais il acquiesça courageusement. Tu reviendras m'apprendre d'autres tours avec la corde. Compte dessus, promit Nate. Ils déposèrent un Tommy chez la veuve Johnson. La vieille femme repoussa les remerciements de Bridget et fit entrer le garçon en lui promettant de lui faire des biscuits. Puis Nate aida Bridget à monter sur son étalon à l'Aisne, s'installant derrière elle pour se rendre au manoir Hollister. La maison principale de l'époque rock'n'roll se dressait sur une colline surplombant le ranch tentaculaire. C'était une impressionnante structure de 2 étages avec de larges vérandas et des boiseries ornées, construite grâce à la richesse provenant de l'une des plus grandes exploitations bovines du comté. À mesure qu'il s'approchait, Bridget sentit son estomac se nouer. « Et si M. Hollister ne voulait pas nous recevoir? » demanda-t-elle. « Il nous recevra, » répondit Nate avec une confiance tranquille. « Et il voudra savoir comment son contremaître gère son ranch. » Ils attachèrent le cheval à un poteau et montèrent les marches menant à l'entrée principale. Bridget n'était jamais venue dans cette maison auparavant. Elle avait toujours traité avec Fletcher, au ranch en contrebas. Elle prit conscience de sa tenue simple et de son apparence usée par le travail lorsque Nate frappa fermement à la porte. Après un long moment,
la porte s'ouvrit pour révéler un homme âgé vêtu d'un uniforme de majordome, qui les regarda d'un air désapprobateur. « Oui, demanda-t-il, son ton suggérant qu'il s'était trompé d'entrée. « Nous devons parler à M. Hollister, dit Nate d'un ton ferme. C'est urgent, ça concerne le ranch. » Le majordome fronça davantage les sourcils. « Monsieur Hollister ne reçoit pas de visiteurs. Pour toute question concernant le ranch, adressez-vous à M. Fletcher. C'est justement pour cela que nous devons voir M. Hollister, insista Nate. Cela concerne le comportement de M. Fletcher. » Avant que le majordome ne puisse refuser à nouveau, une voix s'éleva de l'intérieur de la maison. « Qui est-ce? » « Jenkins. » Un homme âgé apparut derrière le majordome, s'appuyant lourdement sur une canne. Son visage était marqué par l'âge et le chagrin, ses vêtements étaient impeccablement coupés, mais semblaient un peu trop grands pour lui, comme s'il avait récemment perdu du poids. « Monsieur Hollister, » commença le majordome. Ces personnes étaient sur le point de partir. « Nous devons vous parler, monsieur, » dit Bridget en s'avançant. « À propos de Stella Fletcher, » dit M. Hollister en la regardant d'un air sévère. « Vous êtes la fille de James Powell, n'est-ce pas? Vous travaillez au ranch pour rembourser son prêt. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, surprise qu'il la connaisse. « Entrez, dit-il après un moment de réflexion. « Jenkins, apportez du café dans mon bureau. » Le majordome manifestait clairement son désaccord, mais il s'écarta pour les laisser entrer dans le grand hall d'entrée. Bridget s'efforça de ne pas rester bouche bée devant le mobilier raffiné et les œuvres d'art, tandis qu'il suivait M. Hollister dans un bureau lambrissé et bordé d'étagères remplies de livres. « Bon, » dit M. Hollister en s'installant derrière un imposant bureau et en leur faisant signe de s'asseoir en face de lui. « Qu'y a-t-il au sujet de Fletcher? » Bridget hésita, ne sachant par où commencer, mais Nate prit la parole avec assurance. « Monsieur, je m'appelle Nate Harrington. Je travaille comme ouvrier dans votre ranch depuis un mois. Hier, je suis intervenu lorsque j'ai vu Fletcher faire travailler Mlle Powell au-delà de ses limites. Alors qu'elle avait déjà effectué une journée de travail complète, sans presque aucune pause pour manger ou boire. Les sourcils broussailleux de M. Hollister se froncèrent. « Continuez. » Nate expliqua la situation en détail. Les exigences croissantes de Fletcher, la comptabilité mystérieuse qui empêchait la dette de Bridget de diminuer, et enfin les menaces voilées lorsqu'elle demanda combien de temps elle devrait encore travailler. Au fur et à mesure qu'il parlait, l'expression de M. Hollister devenait de plus en plus grave. Lorsque Nate eut terminé, il se tourna vers Bridget. « Est-ce exact, Mlle Powell? »« Oui, monsieur, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je travaille tous les jours depuis près de 3 mois, du lever du soleil jusqu'à bien après la tombée de la nuit, pour rembourser le prêt de 300 $ contracté par mon père. »« 300 $, répéta lentement M. Hollister, et Fletcher supervise cet arrangement. « Oui, monsieur, il tient le grand livre et me dit combien je dois encore, je vois. » Les doigts du vieil homme tambourinèrent pensivement sur son bureau. « Et vous, monsieur Harrington, Fletcher vous a licencié pour être intervenu. »« C'est vrai, » confirma Nate, « mais je soupçonne que ce qui le dérangeait vraiment, c'était que je remettais en question ses pratiques comptables. » M. Hollister acquiesça lentement, puis saisit une cloche sur son bureau et la fit sonner. Le majordome apparut presque instantanément. « Jenkins, apportez-moi les livres comptables du ranch. Tous, y compris le grand livre personnel de Fletcher, qui se trouve sur son bureau dans le bureau du contremaître. » Le majordome haussa un sourcil, mais acquiesça. « Oui, monsieur. Dois-je envoyer quelqu'un les chercher au bureau du ranch? »« Immédiatement, » confirma M. Hollister. Alors que Jenkins partait exécuter la demande, un silence gênant s'installa dans le bureau. Finalement, M. Hollister poussa un profond soupir. « Je vous dois des excuses, Mlle Powell. Depuis le décès de ma femme, je me suis retiré des opérations quotidiennes de ranch. Fletcher s'occupait de la plupart des affaires, et je lui faisais entièrement confiance. » Il secoua tristement de la tête. C'était peut-être une erreur. « Vous ne pouviez pas le savoir, monsieur, » dit Bridget, même si une partie d'elle-même ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres employés du ranch avaient souffert sous la supervision de Fletcher. « J'aurais dû le savoir, » répondit fermement M. Hollister. « C'est mon ranch, ma responsabilité. » Le café arriva, leur donnant à tous un moment pour rassembler leurs pensées. Alors que Bridget sirotait ce délicieux breuvage, bien meilleur que la mixture insipide qu'elle préparait chez elle, elle se demanda ce qui allait se passer ensuite. Même si M. Hollister les croyait, Fletcher n'accepterait pas simplement d'être démasqué.
Il riposterait d'une manière ou d'une autre. Près d'une heure s'écoula avant que Jenkins ne revienne avec plusieurs registres reliés en cuir. Amos Hollister se mit immédiatement à les examiner, son expression s'assombrissant à mesure qu'il tournait les pages. C'est très inquiétant, marmonna-t-il en comparant les entrées entre les livres. Il y a ici des divergences importantes. Il leva les yeux vers Bridget. D'après le grand livre du ranch, le prêt de votre père s'élevait à 200 $ et non à 300. Et d'après les salaires standards pour le travail au ranch, même en tenant compte de votre manque d'expérience, vous auriez dû le rembourser en 6 semaines. Bridget ressentit un élan de justification mêlé de colère. Fletcher m'a dit que c'était 300, monsieur. Et il n'arrêtait pas d'ajouter des tâches, disant que je ne travaillais pas assez vite pour réduire la dette. Monsieur Hollister acquiesça d'un air sombre, tournant plusieurs autres pages. Il semble que Fletcher détournait de l'argent des comptes du ranch depuis un certain temps. De petites sommes ici et là, faciles à ignorer si l'on n'examinait pas les livres de prêt. Sa bouche se crispa, et il semble que vous ne soyez pas la seule personne qui l'ait escroqué, même si vous avez peut-être été la plus touchée par ces manœuvres. « Que comptez-vous faire, monsieur ?» demanda Nate. « Tout d'abord, je déclare la dette de Mlle Powell entièrement remboursée, » déclara fermement M. Hollister. « En fait, compte tenu du travail supplémentaire que vous avez fourni, le ranch vous doit une compensation. » Il griffonna un chiffre sur un bout de papier et le fit glisser sur le bureau vers Bridget. Elle écarquilla les yeux en voyant la somme plus importante que tout ce qu'elle avait vu depuis des années. « Monsieur, c'est trop généreux. C'est ce que vous avez gagné, » rétorqua-t-il. Quant à Fletcher, son expression se durcit. « Je vais envoyer le shérif le chercher. Ces livres montrent clairement des preuves de détournement de fonds et de fraude. Il fera l'objet de poursuites. » Bridget fut envahie par un sentiment de soulagement, mais celui-ci fut rapidement tempéré par l'inquiétude. « Il ne partira pas sans faire de bruit, monsieur. »« Non, je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse, » acquiesça M. Hollister. « C'est pourquoi j'aimerais vous offrir, à vous et à votre frère, une protection jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, Mlle Powell. Vous êtes les bienvenus ici, dans la maison principale. » Bridget secoua la tête. « Merci, monsieur, mais je dois m'occuper de notre propriété. Il faut entretenir le jardin et s'occuper des animaux. »« Je comprends, » acquiesça M. Hollister. Dans ce cas, il se tourna vers Nate. « Monsieur Harrington, j'ai besoin d'un nouveau contremaître, quelqu'un d'intègre et doté d'un sens de la justice. Ce poste vous intéresserait-il? » Nate eut l'air surpris. « Monsieur, je ne travaille ici que depuis 1 mois. Il y a sûrement des personnes plus expérimentées. L'expérience ne fait pas tout. » M. Hollister l'interrompit. « J'ai vu suffisamment de votre caractère aujourd'hui pour savoir que vous êtes l'homme de la situation. Le poste comprend bien sûr l'utilisation de la cabane du contremaître, ce qui vous permettra d'être suffisamment proche pour garder un œil sur la propriété de Mlle Powell jusqu'à ce que Fletcher soit pris en charge. » Bridget retint son souffle, observant Nate réfléchir à l'offre. Une partie d'elle espérait désespérément qu'il accepterait, même si elle essayait de ne pas trop s'attarder sur ses sentiments. « J'accepte, monsieur, » dit finalement Nate. « Merci de votre confiance. »« Excellent, » dit M. Hollister en se levant de sa chaise avec quelques difficultés. « Je pense que nous devrions informer sans tarder le shérif des activités de Fletcher. Je vais demander à Jenkins de préparer la calèche. » Le reste de la journée s'écoula dans un tourbillon d'activités. Ils se rendirent en ville avec M. Hollister pour parler au shérif Davis, qui écouta gravement leur récit et examina les registres en fronçant les sourcils. En milieu d'après-midi, des adjoints avaient été envoyés au Rocking H pour arrêter Fletcher, et Bridget se retrouva à faire une déclaration officielle sur le traitement que lui avait infligé le contremaître. « Nous aurons besoin de votre témoignage si l'affaire passe en jugement, Mlle Powell, » l'avertit le shérif Davis. « Fletcher ne se laissera pas faire facilement. »« Je témoignerai, » répondit-elle fermement, « quoi qu'il en coûte. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Nate conduisit un chariot emprunté jusqu'à la maison de la veuve Johnson pour aller chercher Tommy, puis retourna à la ferme des Powell. M. Hollister avait insisté pour envoyer des provisions, de la farine, du sucre, du café et d'autres produits de première nécessité qui firent grandir les yeux de Bridget de gratitude. « Une petite compensation pour vos ennuis, » avait déclaré le rancher d'un ton bourru, « et une avance sur le nouveau salaire de M. Harrington. » Alors qu'il déchargeait les provisions dans la modeste cuisine de Bridget, Tommy courait autour d'eux avec excitation,
ravi de cette manne inattendue. Du vrai sucre, Bridget, s'exclama-t-il en montrant le sac soigneusement placé sur l'étagère. On peut avoir des biscuits? Demain, promit-elle en souriant devant son enthousiasme. Il se fait tard maintenant. Une fois tout rangé, Nate récupéra ses quelques affaires dans la grange où il avait passé la nuit précédente. Je devrais me rendre à la cabane du contremaître, dit-il en s'attardant près de la porte. Je vais m'installer avant la tombée de la nuit. Tu viendras prendre le petit déjeuner demain? Demanda Tommy avec enthousiasme. Bridget fait les meilleures crêpes quand on a de la farine. Nate sourit au garçon. Je ne manquerai ça pour rien au monde, mon pote. Il ébouriffa les cheveux de Tommy, puis leva les yeux vers Bridget. Si ça ne dérange pas ta sœur. Bien sûr, répondit-elle, sentant une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu de cuisine de la soirée. Nous vous devons tellement, Nate. Vous ne me devez rien, répondit-il doucement. Le simple fait de voir Fletcher recevoir ce qu'il mérite est une récompense suffisante. Après le départ de Nate, qui avait promis de revenir tôt le lendemain matin, Bridget mit Tommy au lit et s'assit seule près du feu, essayant de donner un sens aux événements de la journée. En un peu plus de 24 heures, sa vie avait complètement changé. Le fardeau écrasant de la dette de son père avait été levé, la tromperie de Fletcher avait été dévoilée, et elle avait trouvé un allié inattendu en la personne de Nate Harrington. Plus qu'un allié, peut-être. Bridget sentit ses joues s'échauffer à cette pensée. Elle connaissait à peine cet homme sans elle. Et pourtant, il y avait quelque chose en lui, sa force tranquille, sa gentillesse envers Tommy, son opposition inébranlable à l'injustice qui l'attirait vers lui d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle s'endormit cette nuit-là avec de l'espoir dans le cœur pour la première fois depuis la mort de son père. Le lendemain matin, le temps était clair et lumineux, et la chaleur du début de l'été commençait déjà à se faire sentir, tandis que Bridget préparait le petit déjeuner. Elle venait de mélanger la pâte à crêpes lorsqu'un coup à la porte annonça l'arrivée de Nate. Tommy se précipita pour l'accueillir, bavardant avec enthousiasme au sujet des projets de la journée. Nate entra dans la cabane, sa présence rendant d'une certaine manière cet espace réduit à la fois plus confortable et plus encombré. Il portait un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « Bonjour, dit-il en tendant le paquet à Bridget. Je les ai achetés au magasin général en venant ici. » Elle déballait le paquet et découvrait une paire de gants de travail neufs et résistants, parfaitement adaptés à ses mains. « Nate, murmura-t-elle, touchée par ce cadeau attentionné. « Merci, tes mains ont besoin de temps pour guérir, répondit-il simplement. Le petit déjeuner fut joyeux, Tommy dominant la conversation comme le font souvent les enfants. Ensuite, Nate expliqua qu'il devait rencontrer les ouvriers du ranch pour discuter des changements maintenant que Fletcher était parti. Fletcher a été arrêté, dit-il à Bridget alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. Le shérif Davis l'a emmené tard hier soir. Il fait face à de graves accusations. Va-t-il rester en prison? Demanda-t-elle, incapable de cacher son inquiétude. Pour l'instant, lui assura Nate. Monsieur Hollister porte plainte et avec les preuves contenues dans ses registres, Fletcher ne va pas aller loin. Alors que Nate se préparait à partir pour le ranch, Bridget l'accompagna jusqu'à la porte. Quand te reverrons-nous? Demanda-t-elle, puis rougit en réalisant à quel point sa question semblait audacieuse. Nate sourit, une chaleur dans ses yeux bleus qui fit battre son cœur. Je passerai ce soir pour prendre de vos nouvelles, si cela vous convient. La cabane du contremaître n'est pas loin. Nous aimerions beaucoup, répondit-elle. Tommy serait déçu si vous ne reveniez pas bientôt. Seulement Tommy? Demanda Nate doucement, en la regardant dans les yeux. Bridget sentit ses joues s'échauffer. Non, admit-elle, pas seulement Tommy. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une agréable routine. Nate se plongea dans ses nouvelles responsabilités de contremaître, travaillant dur pour gagner le respect des autres ouvriers du ranch et corriger les problèmes créés par Fletcher. La plupart des soirs, il venait dîner chez les Powell, apportant souvent de petits pois d'eau, du poisson fraîchement pêché dans la rivière, des légumes du jardin du ranch ou une fois un long ruban coloré qui fit sourire Bridget lorsqu'elle l'enroula dans sa tresse. Tommy l'adorait, le suivant partout où il allait et le bombardant de questions sur les chevaux, le bétail et la vie de cow-boy. Nate répondait à chaque question avec patience, enseignant au garçon de petites compétences et louant sa vivacité d'esprit. Bridget observait leur lien grandissant avec un mélange de joie et de prudence. Tommy n'avait jamais connu sa mère, décédée lorsqu'il était bébé et avait perdu son père quelques mois auparavant.
Le garçon avait besoin d'une figure masculine dans sa vie. Mais Bridget craignait qu'il ne s'attache trop à Nate, qui finirait peut-être par partir. Pourtant, au fil des semaines, Nate ne montrait aucun signe de départ. En fait, il semblait s'enraciner à Petaluma. Il prenait son rôle de contremaître très au sérieux, gagnant la confiance de M. Hollister et mettant progressivement en œuvre des améliorations dans le fonctionnement du ranch. Il parlait de ses projets d'avenir pour la propriété en discutant avec Bridget pendant les soirées tranquilles après que Tommy se soit couché, appréciant ses opinions et ses idées. L'été avançait, apportant une croissance abondante au jardin de Bridget. Avec l'aide de Nate, elle l'agrandit, ajoutant de nouveaux parterres de légumes et même un petit coin de fleurs qui égayait l'avant de la cabane. Pour la première fois depuis la mort de son père, Bridget commençait à se sentir financièrement en sécurité. L'argent que M. Hollister lui avait donné en guise de compensation était soigneusement économisé, et seuls de petits montants étaient utilisés pour les nécessités. Un soir chaud d'août, près de 2 mois après que Nate l'ait sauvé de l'exploitation de Fletcher, ils s'assirent sur le petit porche de la cabane des Powell. Tommy s'était endormi tôt, épuisé après avoir passé la journée à aider Nate à réparer une partie de la clôture entre les propriétés Rocking H et Powell. Il devient plus fort, observa Nate en sirotant le café que Bridget avait préparé. Il est intelligent aussi. Il apprend plus vite que certains adultes avec lesquels j'ai travaillé. Il t'idolâtre, répondit Bridget en regardant le profil de Nate dans la lumière déclinante. Parfois, je m'inquiète à propos de quoi? Nate se tourna vers elle, le regard franc. Bridget hésita puis décida que l'honnêteté était la meilleure solution au sujet de son attachement excessif. Il a déjà tellement perdu. Nate resta silencieux pendant un long moment. « Tu penses que je vais partir? » dit-il finalement. Ce n'était pas une question. « Tu ne finiras pas par partir? » La route attire toujours les hommes comme toi, les hommes comme moi. Il y avait une nuance dans sa voix. De l'amusement peut-être, ou un défi. Les cowboys, précisa-t-elle. Toujours en route vers le prochain ranch, la prochaine ville. Nate posa sa tasse de café et se tourna vers elle pour la regarder plus directement. Bridget, sais-tu pourquoi j'ai accepté ce travail au Rocking H au départ? Elle secoua la tête. Je cherchais un endroit où m'arrêter, dit-il simplement. Je passais de ranch en ranch depuis la mort de ma sœur. Je ne m'installais jamais. Je ne créais jamais de lien. Mais j'en avais assez. Je suis venu à Petaluma parce que j'avais entendu dire que c'était un endroit agréable. Une ville en pleine expansion avec des gens honnêtes. Je pensais que je pourrais enfin m'y installer. Ces paroles suscitèrent un espoir dans le cœur de Bridget qu'elle tenta de tempérer. Elle lui demanda alors, « Petaluma a-t-elle répondu à vos attentes? » « Elle les a dépassées, » répondit Nate, le regard fixé sur elle. « Mais pas à cause de la ville ni même du travail. » Le cœur de Bridget se mit à battre plus fort. « Non, non. » Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait, et prit sa main dans la sienne. « C'est grâce à toi, Bridget. Toi et Tommy. » Cette simple déclaration flottait dans l'air du soir entre eux. Bridget baissa les yeux vers leurs mains jointes, les siennes désormais guéries des pires ampoules et callosités contractées pendant son séjour au ranch. Les siennes étaient fortes et fermes. « Je tiens à toi, poursuivit Nate, alors qu'elle restait silencieuse. Plus que je ne l'aurais imaginé, plus que je n'ai tenu à quiconque depuis très longtemps. Et j'aime Tommy aussi, Nate, commença Bridget, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous t'aimons aussi beaucoup. Son sourire était comme le lever du soleil, chaleureux et plein de promesses. D'une légère pression, il la rapprocha un peu plus de lui. Puis-je t'embrasser, Bridget Powell? Au lieu de répondre, elle se pencha en avant, comblant la distance qui les séparait. Le contact de ses lèvres sur les siennes fut d'abord doux, hésitant, puis plus assuré lorsqu'elle répondit à son baiser. Il posa sa main sur sa joue et Bridget sentit quelque chose en elle s'épanouir comme une fleur s'ouvrant au soleil. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux de Nate étaient sombres d'émotion. « Je devrais y aller, » dit-il à contre-cœur. « Il se fait tard. » Bridget acquiesça, même si elle aurait souhaité qu'il reste plus longtemps. La bienséance exigeait une certaine décence, d'autant plus que Tommy dormait juste à l'intérieur de la cabane. Nate se leva, toujours en lui tenant de la main. « À demain, oui, » répondit-elle en se levant à son tour. « Tommy veut te montrer comment le maïs a poussé. » Il sourit à ces mots, puis redevint sérieux. « Bridget, je veux que tu saches que je ne vais nulle part.
Quoi qu'il arrive entre nous, je ne disparaîtrai pas, ni pour toi, ni pour Tommy. Cette promesse réchauffa son cœur et la rassura. Je te crois, dit-elle, et elle réalisa qu'elle le croyait vraiment. Après un dernier baiser rapide, Nate partit pour la cabane du contremaître, laissant Bridget debout sous le porche, les doigts sur les lèvres, émerveillée par la nouvelle direction que prenait sa vie. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un brouillard de bonheur. La relation entre Nate et Bridget s'approfondit. Leurs soirées ensemble étaient remplies de conversations et de moments de plus en plus tendres. Tommy, loin d'être déconcerté par ce changement dans leur dynamique, semblait ravi, déclarant souvent que Nate était comme un grand frère, mais en mieux. Le procès de Fletcher était prévu pour septembre, et même si Bridget redoutait de devoir l'affronter à nouveau, le soutien constant de Nate rendait cette perspective supportable. M. Hollister, qui continuait à s'intéresser personnellement à l'affaire, lui assura qu'avec les preuves dont il disposait, Fletcher risquait une peine de prison importante. La vie semblait s'installer dans un nouveau rythme prometteur jusqu'au matin, où un inconnu arriva à cheval à la ferme des Powell. Bridget étendait le linge dans la cour, tandis que Tommy jouait à proximité lorsqu'elle remarqua le cavalier qui approchait depuis la ville. C'était un homme grand et mince, au visage dur et aux yeux qui évaluaient tout avec un calcul froid. Quelque chose en lui mit immédiatement Bridget sur les nerfs. « Tommy » appela-t-elle doucement. « Rentre à l'intérieur, s'il te plaît. » Le garçon leva les yeux, remarqua l'inconnu et, pour une fois, ne discuta pas. Il se précipita dans la cabane tandis que le cavalier retenait son cheval à la limite de leur propriété. « Madame, dit l'homme en touchant le bord de son chapeau dans un geste qui imitait la politesse sans contenir le moindre respect. Je cherche Nate Harrington. J'ai entendu dire qu'il pourrait se trouver dans les environs. » Le malaise de Bridget s'intensifia. Puis-je demandai qui le cherche? Les lèvres minces de l'homme esquissèrent ce qui aurait pu être un sourire sur un autre visage. Je m'appelle Wade, Jed Wade, un vieil ami de Harrington. Quelque chose dans la façon dont il hésita avant de prononcer le mot « Amy » indiqua à Bridget que cet homme était tout sauf cela. « Je dirai à M. Harrington que vous le cherchiez quand je le verrai, » dit-elle prudemment. « Il travaille au Ranch Rocking H. » Les yeux froids de Wade se plissèrent légèrement. « C'est vrai, j'ai entendu dire qu'il s'était installé comme contremaître, ça ne lui ressemble pas du tout. Vous ne devez pas très bien le connaître, » répondit alors Bridget, s'efforçant de garder une voix calme. L'inconnu ricana, un son dépourvu d'humour. « Oh, je connais Nate Harrington mieux que la plupart des gens, madame. Je le connais depuis des années. » Il se pencha en avant sur sa selle. « Cela pourrait vous intéresser de savoir quel genre d'homme vous rend visite. Je sais exactement quel genre d'homme est Nate Harrington, » affirma Bridget avec fermeté. « Vous savez, l'expression de WDU s'assombrit. Savez-vous qu'il y a une prime sur sa tête au Kansas? Qu'il y a tué un homme il y a 5 ans? » L'accusation frappa Bridget comme un coup physique, mais elle refusa de laisser cet inconnu voir son choc. « Je pense que vous devriez partir, Monsieur Wade. Je pensais simplement que vous deviez savoir à qui vous aviez affaire, madame, » répondit-il en se redressant. « Je serai en ville si Harrington veut rattraper le temps perdu. » Sur cette déclaration inquiétante, Wade fit faire demi-tour à son cheval et s'éloigna, laissant Bridget le regarder partir avec un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air matinal. Tommy jeta un coup d'œil depuis la porte de la cabane. Qui était cet homme, Bridget? Il avait l'air effrayant. Personne d'important, lui assura-t-elle en essayant de garder une voix normale. Juste quelqu'un qui cherchait son chemin. Mais alors qu'elle finissait d'étendre le linge avec des mains tremblantes, Bridget ne pouvait chasser les paroles de cet homme de son esprit. Nate avait-il vraiment tué quelqu'un? Était-il un fugitif? Il lui semblait impossible de concilier l'homme doux et honorable qu'elle connaissait avec les accusations de WDE. Elle était encore en proie à ses pensées lorsque Nate arriva à cheval plus tard dans la matinée, le visage illuminé d'un sourire lorsqu'il la vit. Le voir ainsi si ouvert et chaleureux rendait les affirmations de WDE encore plus ridicules. « Tu es en avance aujourd'hui, » lui dit-elle en lui adressant un sourire forcé. « J'ai fini de réparer la clôture plus vite que prévu, » répondit-il en descendant de cheval et en attachant sa monture. Il s'approcha d'elle, puis s'arrêta, son expression changeant tandis qu'il observait son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Bridget hésita. Une partie d'elle voulait ignorer complètement la visite de WDE, mais la plus grande partie savait que l'honnêteté devait être le fondement de tout ce qu'ils construisaient ensemble. « Un homme est venu vous chercher ce matin, dit-elle doucement. Jed Wade. »
Le changement chez Nate fut immédiat et spectaculaire. Tout son corps se tendit, son visage pâlit avant de se figer dans une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Wade est ici, à Paluma. Il a dit qu'il serait en ville, confirma Bridget, de plus en plus inquiète face à sa réaction. Nate, qui est-il? Le regard de Nate passa outre elle pour se poser sur la cabane où Tommy était visible à travers la fenêtre. Allons marcher, suggéra-t-il d'une voix tendue. Ce n'est pas une conversation pour des oreilles jeunes. Ils se dirigèrent vers les petits bosquets d'arbres à la lisière de la propriété, suffisamment loin de la cabane pour que Tommy ne puisse pas les entendre. Nate resta silencieux pendant plusieurs minutes, l'air troublé, comme s'il avait du mal à trouver ses mots. Finalement, il se tourna vers elle. « Que t'a dit Wade? » Il a dit, Bridget déglutit péniblement. Il a dit, « Tu as tué un homme au Kansas, ta tête est mise à prix. » Nate ferma brièvement les yeux, la mâchoire serrée. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une profonde tristesse qui fit mal au cœur de Bridget. « Ce n'est pas toute la vérité, » dit-il doucement. « Mais ce n'est pas non plus un mensonge. » Il désigna un tronc d'arbre tombé à proximité et ils s'assirent côte à côte, bien que Nate maintienne une distance prudente entre eux. « Je t'ai parlé de ma sœur, commença-t-il. Elle travaillait pour un homme qui l'exploitait, la faisait travailler jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. » Bridget acquiesça. « Tu as dit qu'elle était morte d'une pneumonie. C'est une partie de la vérité, reconnut Nate. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que l'homme pour lequel elle travaillait était le frère de Jed Wade, Ellis Wade. Il possédait une petite ferme au Kansas et avait engagé ma sœur Sarah pour l'aider dans les tâches ménagères après la mort de sa femme. Il serra les poings en poursuivant. Je travaillais dans un ranch quand elle a accepté ce travail. Quand je suis revenu 3 mois plus tard, mon intérêt était gravement malade. Ellis la faisait travailler tous les jours de l'aube jusqu'à minuit, la faisait dormir dans une remise non chauffée et la nourrissait à peine. Quand elle a commencé à tousser, il a refusé de la laisser se reposer ou de la faire examiner par un médecin. La colère et le chagrin se mêlaient dans la voix de Nate. Je l'ai trouvée à moitié morte dans cette remise. Je l'ai immédiatement emmenée en ville, mais il était trop tard. La pneumonie s'était trop profondément installée dans ses poumons. Elle est morte 2 jours plus tard. « Oh, Nate » murmura Bridget en lui prenant la main. Il la laissa le toucher, mais ses doigts restèrent rigides dans les siens. Après son enterrement, j'ai confronté Ellis Wade, continua Nate, d'une voix plus calme. Je lui ai demandé de payer ses frais médicaux et un enterrement décent. Il m'a ri au nez, disant que Sarah était paresseuse et qu'elle n'avait pas mérité son gagne-pain. Il se tut un instant, le regard perdu dans le lointain. Je n'y suis pas allé avec l'intention de commettre un acte violent, Bridget. Je te le jure. Mais quand il a ri de la mort de ma sœur, quelque chose en moi s'est brisé. Vous vous êtes battu, devina Bridget. Nate acquiesça. Ça a commencé par une bagarre, mais Ellis a sorti un couteau pendant la lutte. Sa voix s'est brisée. Le couteau a fini dans sa poitrine. Il est mort presque instantanément. L'esprit de Bridget tournait à toute vitesse pour essayer d'assimiler cette révélation. C'était de la légitime défense, dit-elle fermement. C'est comme ça que je l'ai vu, acquiesça Nate. Mais Ellis Wade venait d'une famille influente dans la région. Son frère Jed était ami avec le shérif. Ils ont qualifié ça de meurtre. Ils ont mis ma tête à prix. Depuis, je n'ai cessé de déménager, sans jamais rester assez longtemps au même endroit pour que mon passé me rattrape. Ses yeux rencontrèrent ceux de Bridget, remplis de regrets jusqu'à présent. Bridget comprit alors toutes les implications. « Alors tu dois partir, » murmura-t-elle, les mots comme des cendres dans sa bouche. « Je devrais, » reconnut Nate, serrant enfin sa main plus fort. « Bridget, je n'ai jamais voulu t'attirer ces ennuis. Je pensais les avoir laissés loin derrière moi. Wade est-il un chasseur de primes? » « Non, » répondit Nate en secouant de la tête. « Il est pire que ça. C'est un homme qui cherche à se venger personnellement. La prime n'est qu'un prétexte commode. » Ils restèrent assis dans un lourd silence pendant plusieurs minutes, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Bridget prit la parole, d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. « Que vas-tu faire? » Nate poussa un profond soupir. « Le plus raisonnable serait de quitter la ville ce soir. Partir aussi loin que possible avant que Wade ne cause des problèmes. » L'idée qu'il disparaisse de sa vie envahit le cœur de Bridget d'une douleur aiguë. « Et le moins raisonnable, reste, dit-il simplement. Affronte Wade, essaie d'en finir une fois pour toutes. » « Comment? »
Elle ne put empêcher la peur de transparaître dans sa voix. Je ne sais pas encore aimer Nate, mais fuir n'a rien résolu. Cela n'a fait que repousser l'inévitable. Bridget scruta son visage, ce visage qui lui était devenu si cher en si peu de temps. Si tu fuis, je ne te reverrai plus jamais, n'est-ce pas? Il serait trop dangereux pour moi de te contacter, confirma-t-il. Ces mots lui coûtaient manifestement beaucoup. Wade veillerait à cela. Alors ne fuis pas, dit Bridget, prenant sa décision à cet instant. Nous trouverons un autre moyen. Nate la regarda avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Bridget, tu ne comprends pas à quel point Wade est dangereux. S'il pense que tu comptes pour moi, ce qui est le cas, il pourrait se servir de toi pour m'atteindre. Raison de plus pour ne pas laisser Tommy et moi sans protection, fit-elle remarquer. Nate, nous pouvons aller voir le shérif Davis. Expliquez-lui ce qui s'est passé au Kansas. C'était il y a 5 ans, et il n'y a pas d'autres témoins que moi et un homme mort. L'interrompit gentiment Nate. Et la loi du Kansas me considère comme un meurtrier. Le shérif Davis n'aurait d'autre choix que de m'arrêter, voire de m'extrader vers le Kansas pour y être jugé. Bridget sentit des larmes de frustration lui monter aux yeux. Il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Nate resta silencieux un instant, réfléchissant. Peut-être, dit-il finalement. Monsieur Hollister a des relations, des amants influents à San Francisco et à Sacramento. Si je lui racontais toute l'histoire, il pourrait peut-être m'aider à blanchir mon nom légalement. Oui, s'écria Bridget, saisissant l'idée. Il t'a déjà tellement soutenu et il apprécie ton travail en tant que contremaître. C'est risqué, mit en garde Nate. Il pourrait décider qu'il est plus simple de me dénoncer. Je ne crois pas qu'il le ferait, dit Bridget avec fermeté. Pas une fois qu'il aura entendu toute la vérité. Nate, ça vaut la peine d'essayer. Il scruta son visage, puis acquiesça lentement. D'accord, je parlerai à M. Hollister aujourd'hui. Son expression devint plus sérieuse. Mais jusqu'à ce que tout soit réglé, je veux que toi et Tommy restiez dans la maison principale du ranch. Vous y serez plus en sécurité. Bridget commença à protester, puis se ravisa. La sécurité de Tommy devait être sa priorité. Juste jusqu'à ce que Wade soit parti, acquiesça-t-elle. Ils retournèrent à la cabane, le poids de la révélation de Nate pesant entre eux. Alors qu'ils s'approchaient, Tommy se précipita vers eux pour les saluer, son jeune visage rayonnant d'excitation. Nate, Bridget a dit qu'on pourrait aller séjourner dans la grande maison. C'est vrai? Il y aura des chevaux que je pourrais voir de près? Nate réussit à sourire au garçon, même si Bridget pouvait voir la tension derrière ce sourire. Oui, mon grand, il y a des chevaux, et M. Hollister est même un poney que tu pourras monter si tu le demandes gentiment. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent de joie. Un vrai poney. Quand est-ce qu'on peut y aller aujourd'hui? Bridget lui répondit. Il faut donc préparer quelques affaires. Tu peux aller chercher tes vêtements dans ta malle. Alors que Tommy se précipitait à l'intérieur, Nate se tourna vers Bridget. Je vais d'abord t'emmener à la maison principale, puis je vais chercher M. Hollister et lui expliquer la situation. Sois prudent, insista-t-elle en posant une main sur son bras. Si Wade est en ville à ta recherche, je vais éviter la ville pour l'instant, promit-il. M. Hollister devrait être au bureau du ranch cet après-midi. Une heure plus tard, Bridget et Tommy Mémé étaient installés dans une confortable chambre d'amis du manoir Hollister. M. Hollister lui-même était parti inspecter une partie éloignée du ranch, mais sa gouvernante, Mme Abernathy, les accueillit chaleureusement, en particulier Tommy, qui, selon elle, avait besoin de bien se nourrir. Nate partit à la recherche de M. Hollister, promettant de revenir dès que possible. Alors que l'après-midi se prolongeait en soirée sans aucun signe de lui, l'inquiétude de Bridget grandissait. Elle se tenait à la fenêtre, observant l'approche de la maison, lorsque Jenkins apparut à la porte du salon. « Mademoiselle Powell, dit-il, son attitude formelle s'étant quelque peu adoucie depuis leur première rencontre. Monsieur Hollister est de retour et demande votre présence dans son bureau. » Le cœur de Bridget bondit. « Monsieur Harrington est-il avec lui? »« Non, mademoiselle. Seulement Monsieur Hollister. » Une boule de peur se forma dans son estomac. « Merci, Jenkins. J'arrive tout de suite. » Elle se tourna vers Mme Abernathy, qui occupait Tommy avec un livre d'images. « Pourriez-vous le surveiller encore un peu? »« Bien sûr, ma chère. » La gentille femme la rassura. « Prenez votre temps. » Bridget suivit Jenkins jusqu'au bureau, essayant de calmer ses pensées qui s'emballaient. Le majordome frappa une fois, puis lui ouvrit la porte. «
Monsieur Hollister était assis derrière son bureau, l'air grave. Mademoiselle Powell, la salua-t-il. Asseyez-vous, je vous en prie. Où est Nate? Demanda-t-elle immédiatement, restant debout. Il s'est passé quelque chose? Le rancher poussa un profond soupir. Je crains que M. Harrington ait été arrêté. Bridget s'effondra dans le fauteuil, ses jambes soudain incapables de la soutenir. Non, murmura-t-elle. Comment? Pourquoi? Un homme du nom de Wade est arrivé en ville cet après-midi et a parlé au shérif Davis d'un fugitif du Kansas, expliqua M. Hollister. Lorsque Harrington est venu me chercher au bureau du ranch, Wade était là avec le shérif. Davis n'avait d'autre choix que de l'arrêter, compte tenu du mandat d'arrêt émis au Kansas. C'était de la légitime défense, insista Bridget, expliquant rapidement ce que Nate lui avait dit au sujet de sa sœur et de la confrontation avec Ellis Wade. M. Hollister écouta attentivement, les sourcils froncés. Cela jette certainement un éclairage différent sur les choses, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Mais sans preuve ni témoin, cela risque d'être difficile à prouver. Vous avez dit que vous aviez des relations, lui rappela Bridget désespérément. Des gens qui pourraient t'aider. C'est vrai, confirma le vieil homme, et j'ai l'intention de les utiliser. Harrington est le meilleur contremaître que j'ai eu depuis des années, et surtout, c'est un homme bien. Je ne le laisserai pas être victime d'une vendetta du passé. Bridget fut envahie par un sentiment de soulagement. Merci, murmura-t-elle. Puis-je le voir? Est-il toujours en prison? Monsieur Hollister acquiesça. Le shérif Davis le retient en attendant de communiquer avec les autorités du Kansas. Mais Mademoiselle Powell, son expression s'adoucit avec inquiétude. Ce Wade est toujours en ville. Il serait peut-être plus prudent pour vous de rester ici. Je dois voir Nate, insista Bridget, s'il vous plaît. Après un moment de réflexion, M. Hollister acquiesça. Très bien, je vais demander à Jenkins de préparer la calèche et je vous accompagnerai moi-même. Madame Abernay pourra s'occuper de votre frère. Le trajet jusqu'à Petaluma fut tendu, Bridget oscillant entre la peur pour Nate et la colère face à l'injustice de sa situation. M. Hollister resta pensif, prenant parfois des notes dans un petit carnet qu'il avait sur lui. J'ai envoyé des télégrammes à des amis à Sacramento et à San Francisco, lui dit-il alors que la calèche traversait la ville en direction du bureau du shérif. Des hommes ayant une expertise juridique et des relations politiques se battront comme il se doit devant les tribunaux. Le bureau du shérif était un petit bâtiment situé dans la rue principale, avec les cellules de la prison à l'arrière. Le shérif Davis, un homme d'âge moyen à l'attitude pragmatique, les accueillit à la porte. « Monsieur Hollister, dit-il, puis il salua Bridget d'un signe de tête. « Mademoiselle Powell, je suppose que vous êtes ici pour voir Harrington. Est-ce qu'il va bien? » demanda immédiatement Bridget. « Il va bien, lui assura le shérif. C'est un prisonnier modèle. Il n'a même pas protesté contre son arrestation, ce qui n'est pas ce à quoi je m'attendais de la part d'un meurtrier en fuite. Parce qu'il n'est pas un meurtrier, affirma fermement Bridget. C'était de la légitime défense. Le shérif Davis la regarda pensivement. C'est ce qu'il prétend maintenant. J'aurais aimé qu'il dise quelque chose quand je l'ai arrêté, au lieu d'accepter simplement son arrestation. Il est en fuite depuis 5 ans, shérif, fit remarquer M. Hollister. Peut-être en a-t-il assez, peut-être, concéda Davis. Bon, vous pouvez le voir, 10 minutes. Il est dans la cellule du fond. La prison était un simple ensemble de 3 cellules situées derrière le bureau du shérif. Nate occupait la plus éloignée, assis sur un lit de camp étroit, le dos contre le mur. Il se leva rapidement lorsqu'ils entrèrent, ses yeux cherchant immédiatement ceux de Bridget. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, bien que le soulagement dans ses yeux contredise ses paroles. « Bien sûr que je devrais, répondit-elle en s'approchant des barreaux qui les séparaient. « Nate, M. Hollister va t'aider. Il a déjà contacté des amis qui peuvent t'aider dans ton affaire. » Nate regarda le rancher avec surprise. « Monsieur, vous n'avez pas à vous mêler de mes problèmes. »« Ballyvern, dit M. Hollister d'un ton bourru. « Mademoiselle Powell m'a expliqué les circonstances de ce qui s'est passé au Kansas. S'il s'agissait de légitime défense, la justice devrait en tenir compte. » C'était le cas, confirma Nate. Mais la famille de Bode s'est assurée que l'enquête soit partiale. « Eh bien, nous n'aurons qu'à présenter l'autre version des faits, déclara M. Hollister. « J'ai déjà fait venir un avocat de San Francisco, un vieil ami spécialisé dans les affaires difficiles. Il sera là demain après-midi. » L'expression de Nate trahissait un espoir prudent. « Merci, monsieur.
Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. Continuez à être un excellent contremaître une fois que tout cela sera réglé, répondit simplement M. Hollister. Je vais vous laisser un moment seul. Le shérif Davis a dit 10 minutes au total. Il fit un signe de tête et retourna vers le bureau. Une fois seul, Bridget tendit la main à travers les barreaux pour prendre celle de Nate. « Tu vas vraiment bien? »« Je vais bien, » la rassura-t-il en serrant sa main, plus inquiet pour toi et Tommy. « Wade est toujours en ville? »« Oui, » admit-elle. « Mais nous sommes bien protégés dans la maison principale. Tommy pense que c'est une grande aventure. » Nate sourit faiblement. « C'est intelligent de ta part de lui présenter les choses ainsi. » Son expression devint plus sérieuse. « Bridget, si ça ne marche pas, s'il me renvoie au Kansas, ne, l'interrompit-il, ne pense même pas à ça. Monsieur Hollister nous aidera, et moi aussi. Nous prouverons que c'était de la légitime défense. Je l'espère, dit-il doucement. Parce que j'ai trouvé ici quelque chose que je ne pensais jamais retrouver. Un foyer, un but. Ses yeux plongèrent les siens dans les siens. Quelqu'un a aimé. Les mots restèrent en suspendus entre eux. C'était la première fois qu'il parlait directement d'amour. Bridget sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Nous allons nous battre ensemble. » Le bruit de pas annonça le retour de M. Hollister. « Le temps est presque écoulé, » dit-il d'un ton apologétique. Nate serra une dernière fois la main de Bridget avant de la lâcher. « Prends soin de toi et de Tommy. À bientôt. »« Demain, » promit-elle. « Je reviendrai demain. » Le trajet de retour vers le ranch fut plus calme, Bridget étant perdue dans ses pensées. M. Hollister respecta son silence, ne parlant que lorsque la calèche franchit les portes du ranch. « J'ai demandé aux employés de surveiller la propriété, » lui dit-il. « Wade ne s'approchera ni de toi ni de ton frère ici. »« Merci, » dit Bridget sincèrement. « Pour tout ce que vous faites pour Nate, c'est un homme bien, » répondit simplement M. Hollister. « Et je crois dans la justice, Mademoiselle Powell. La vraie justice, pas celle dont Wade et son frère se sont chargés. » De retour à la maison principale, Bridget trouva Tommy déjà couché dans leur chambre commune. Madame Abernathy était assise à côté de lui et lui lisait des histoires. La gouvernante s'excusa discrètement lorsque Bridget revint. « Où est Nate? » demanda Tommy d'une voix endormie, alors que Bridget s'asseyait sur le bord de son lit. « Il va venir nous dire bonne nuit. » Bridget hésita, ne sachant pas trop quoi expliquer à son jeune frère. « Pas ce soir, mon chéri. Nate a des affaires importantes à régler en ville. Il viendra demain? »« J'espère, » répondit-elle en lui caressant les cheveux. « Maintenant dors, il est tard. » Alors que Tommy s'endormait, Bridget se dirigea vers la fenêtre et regarda le ranch Starlet. Quelque part là-bas, Jed Wade préparait sa vengeance, sans se soucier de la vérité ou de la justice. Cette pensée la fit frissonner malgré la chaleur de la nuit. Elle devait croire que l'influence de M. Hollister aiderait Nate. L'alternative était trop douloureuse à envisager. Le matin apporta une détermination renouvelée. Après le petit déjeuner, M. Hollister informa Bridget que son ami avocat arriverait à 14 heures par la diligence en provenance de San Francisco. Nous l'accueillerons à la gare routière, puis nous irons directement voir Harrington et le shérif Davis, expliqua-t-il. J'aimerais que vous vous joigniez à nous, Mademoiselle Powell. Votre soutien pourrait être important. Bien sûr, répondit Bridget immédiatement. Et Tommy? Madame Abernathy s'est déjà proposée pour l'emmener pêcher à l'étang du ranch. M. Hollister sourit. Je crois qu'elle est très attachée à votre frère. La matinée passa lentement pour Bridget, malgré l'excitation de Tommy à l'idée de sa partie de pêche. Au moment où ils partirent en ville pour aller à la rencontre de la diligence, ses nerfs étaient à fleur de peau entre l'anticipation et l'inquiétude. La diligence arriva précisément à 14 heures, soulevant un nuage de poussière lorsqu'elle s'arrêta devant la gare. Parmi les passagers qui descendaient se trouvait un gentleman distingué d'une cinquantaine d'années, portant une maillette en cuir et vêtu d'un costume impeccable, malgré la chaleur et la poussière du voyage. « James, » dit-il en saluant chaleureusement M. Hollister, les deux hommes se serrant la main. « Cela fait trop longtemps. »« En effet, Robert, » répondit M. Hollister. « Merci d'être venu si rapidement. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Bridget Powell, une amie du jeune homme que nous essayons d'aider. » L'avocat s'inclina légèrement. « Robert Whitfield. Mademoiselle Powell. Le télégramme de M. Hollister m'a donné un aperçu de la situation, mais j'aimerais avoir plus de détails directement de vous et de M. Harrington. Nous nous rendons à la prison, expliqua M. Hollister,
alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture qui les attendait. Le shérif Davis retient Harrington en attendant de communiquer avec les autorités du Kansas. Le shérif a-t-il déjà reçu cette communication? Demanda M. Whitfield. Pas encore ce matin, répondit M. Hollister, ce qui nous laisse peu de temps pour agir. Au bureau du shérif, ils trouvèrent non seulement Davis, mais aussi Jed Wade, dont le visage s'assombrit lorsqu'il vit Bridget entrer avec les deux hommes. Marcel Powell, dit Wade froidement, je vois que vous avez choisi votre camp. J'ai choisi la vérité, Monsieur Wade, répondit-elle calmement. Ce qui semble vous intéresser moins. Les yeux de Wade se plissèrent dangereusement, mais avant qu'il n'ait pu répondre, M. Hollister s'avança. Sheriff Davis, voici Robert Whitfield, avocat à San Francisco. Il est ici pour représenter Nathaniel Harrington. Le shérif salua respectueusement l'avocat. Monsieur Whitfield, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à discuter. J'ai un mandat d'arrêt valide du Kansas contre Harrington pour meurtre. Je comprends, répondit Whitfield avec douceur. Cependant, je pense qu'il existe des circonstances atténuantes qui méritent d'être prises en considération avant toute décision d'extradition. WDE ricana avec mépris. La seule circonstance qui compte, c'est qu'il a tué mon frère de sang-froid. C'est une version des faits, reconnut Whitfield. J'aimerais entendre directement la version de M. Harrington. Shérif, pouvons-nous parler à votre prisonnier? Davis hésita, jetant un regard entre Wade et l'imposant avocat. Finalement, il acquiesça. Dans mon bureau, porte ouverte. Wade, tu attendras ici. Certainement pas, protesta Wade. Mon bureau, mes règles, déclara Davis fermement. Vous pouvez attendre ou vous pouvez partir. Furieux, Wade s'affala sur une chaise près de la porte, tandis que Davis conduisait les autres dans son bureau. Un adjoint fut envoyé chercher Nate dans sa cellule. Lorsque Nate entra, ses yeux se posèrent immédiatement sur Bridget. Un bref sourire traversa son visage avant que son attention ne se porte sur l'homme inconnu qui accompagnait M. Hollister. Les présentations furent faites et Whitfield ne perdit pas de temps. Monsieur Harrington, j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé le jour où Ellis Wade est mort. Tous les détails dont vous vous souvenez. Pendant la demi-heure qui suivit, Nate raconta les événements qui avaient conduit à la mort d'Ellis Wade, la maladie de sa sœur et son décès, la confrontation avec Ellis, la lutte qui s'était terminée par le couteau d'Ellis planté dans sa poitrine. Tout au long du récit, Whitfield prit des notes, demandant parfois des précisions, mais écoutant surtout attentivement. Lorsque Nate eut terminé, l'avocat resta silencieux pendant quelques instants, relisant ses notes. Finalement, il leva les yeux. Sheriff Davis, je pense que nous avons ici un cas évident de légitime défense, voire d'homicide justifiable compte tenu des circonstances. M. Wade a sorti un couteau. M. Harrington s'est défendu. Le fait que Wade soit mort dans la lutte est regrettable, mais cela ne constitue pas un meurtre. C'est impossible, répondit Davis avec prudence. Mais le mandat dit le contraire, et ce n'est pas à moi de remettre en question un mandat émanant d'une autre juridiction. En fait, si, le corrigea Whitfield. En tant qu'autorité locale, vous avez le devoir de veiller à ce que justice soit rendue. Si les preuves suggèrent que le mandat a été délivré sous de faux prétextes ou sur la base d'informations incomplètes, vous avez tout à fait le droit de retarder l'extradition en attendant une enquête plus approfondie. Davis fronça les sourcils. Quel genre d'enquête pourrions-nous mener sur une affaire vieille de 5 ans au Kansas? D'une part, nous pouvons établir sa personnalité, répondit Whitfield. Monsieur Harrington travaille comme contremaître dans l'un des plus grands ranchs du comté, un poste à haute responsabilité. Monsieur Hollister peut attester de sa personnalité et de son intégrité, ce que je fais sans équivoque, intervint M. Hollister. De plus, poursuivit Whitfield, nous pouvons examiner le moment et les circonstances de l'exécution de ce mandat. Pourquoi maintenant, après 5 ans? Et pourquoi le frère de la victime s'occupe-t-il personnellement de cette affaire plutôt que de la laisser aux autorités compétentes? Bridget observait, comprenant ce qui se passait dans l'esprit du shérif Davis. Le policier n'était pas idiot. Il reconnaissait les manœuvres politiques qui avaient pu avoir lieu dans une petite ville du Kansas, où la famille Wade avait de l'influence. « Que proposez-vous, Monsieur Whitfield? » demanda Davis. « Une audience, » répondit promptement l'avocat. « Devant le juge de circuit lorsqu'il viendra la semaine prochaine. Présentez toutes les preuves et tous les témoignages afin que le juge Parker puisse déterminer
si l'extradition est justifiée. Davis réfléchit à la question en se frottant le menton d'un air pensif. Le juge Parker est impartial, reconnut-il, et il n'apprécie guère les vendettas personnels déguisés dans justice. Il jeta un coup d'œil à Nate. Accepteriez-vous de rester en détention jusqu'à l'audience? Harrington. Oui, monsieur, répondit Nate sans hésiter. Je ne m'enfuirai plus. Alors c'est ce que nous ferons, décida Davis. J'enverrai un télégramme au juge Parker aujourd'hui pour demander une audience spéciale à son arrivée lundi prochain. Bridget fut envahie par un sentiment de soulagement. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'était de l'espoir. Un réel espoir que justice soit enfin rendue. WDE, bien sûr, fut furieux lorsqu'il fut informé de la décision. C'est scandaleux, s'écria-t-il. Ce meurtrier a avoué avoir tué mon frère en légitime défense, corrigea calmement Whitfield. Et le juge Parker déterminera si cette défense est valable, à moins que vous ne préfériez retirer votre plainte. Jamais, grogna Wade. Ellie mérite que justice soit faite. Alors justice lui sera faite, répondit Whitfield. La vraie justice, pas la vendetta que vous poursuivez. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Bridget réussit à passer un bref moment seul avec Nate, le shérif s'occupant discrètement de paperasse à l'autre bout de la pièce. Une semaine, dit-elle doucement, et ce cauchemar pourrait être terminé. J'essaie de ne pas trop espérer, admit Nate. Wade n'abandonnera pas facilement. Mais tu as la vérité de ton côté, lui rappela-t-elle. Et M. Whitfield semble très compétent. C'est vrai, Nate acquiesça. Bridget, quoi qu'il arrive, ces derniers mois passés avec toi et Tommy ont été les plus heureux de ma vie. Il y en aura beaucoup d'autres. Elle le lui promit en lui serrant les mains. Je crois que la semaine qui précéda l'arrivée du juge Parker fut la plus longue de la vie de Bridget. Elle partageait son temps entre Tommy, à la demeure des Hollister, et Nate, à la prison, où elle lui apportait des livres et des repas faits maison pour compléter la nourriture basique qui lui était fournie. M. Whitfield est resté à Petaluma, travaillant sans relâche pour préparer leur dossier. Il a interrogé des ouvriers agricoles qui pouvaient témoigner de la personnalité de Nate, a fait des recherches sur la législation du Kansas en matière de légitime défense et a même envoyé des télégrammes à des contacts dans l'Est qui pourraient avoir des informations sur l'influence de la famille Wade dans leur ville natale. Wade, quant à lui, a pris une chambre à l'hôtel de la ville, faisant connaître sa présence par des menaces à peine voilées chaque fois qu'il rencontrait Bridget ou M. Hollister. Le shérif Davis l'avertit de garder ses distances, mais la détermination de l'homme était déconcertante. Il ne tentera rien de flagrant, assura Whitfield à Bridget lorsqu'elle lui fit part de ses inquiétudes. Il utilise la loi comme arme pour l'instant. S'il recourt à la violence, il perdra cet avantage. Le juge Parker arriva lundi matin en diligence. C'était un homme imposant, aux cheveux gris acier et au regard perçant qui semblait tout évaluer sur son passage. L'audience était prévue à 14 heures cet après-midi-là à la mairie, le seul bâtiment de Paluma suffisamment grand pour accueillir la procédure et les habitants curieux qui viendraient sans doute y assister. Bridget portait sa plus belle robe, une simple robe en coton bleu qui, selon Tommy, la rendait jolie, comme quand papa était encore en vie. M. Hollister l'accompagna en ville dans sa calèche, tous deux tendus par l'anticipation. La mairie était effectivement bondée lorsqu'ils arrivèrent. Il semblait que la plupart des habitants de Paluma s'étaient déplacés pour assister à cette procédure inhabituelle. Nate était déjà là, assis à côté de M. Whitfield à une table près de l'avant, l'air mal à l'aise mais déterminé, vêtu de vêtements propres fournis par M. Hollister. De l'autre côté de la salle, Jed Wade était assis avec un avocat local qu'il avait engagé, ses yeux froids suivant Bridget alors qu'elle descendait d'allée. Le juge Parker ouvrit la séance à 2 heures précises, sa voix sonore couvrant les murmures de la foule. « Ce n'est pas un procès », commença-t-il en balayant la salle du regard. « Il s'agit d'une audience visant à déterminer s'il existe des motifs suffisants pour extrader Nathaniel Harrington vers l'État du Kansas, afin qu'il y soit jugé pour des accusations liées à la mort d'Ellis Wade il y a 5 ans. J'entendrai les témoignages des deux parties et rendrai ma décision en me basant uniquement sur les faits présentés. » Whitfield présenta son dossier en premier, décrivant les circonstances de l'emploi de Sarah Harrington chez Ellis Wade, les mauvais traitements qu'elle avait subis, sa maladie et son décès. Il appela M. Hollister à la barre pour témoigner du caractère de Nate et de son travail en tant que contremaître. Puis plusieurs employés du ranch vinrent témoigner de son honnêteté et de son intégrité. Enfin, Nate lui-même a témoigné,
décrivant d'une voix claire et posée la confrontation avec Ellis Wade et la façon dont celui-ci avait sorti un couteau lorsque Nate avait exigé le remboursement des frais médicaux et funéraires de sa sœur. Je ne suis pas allé là-bas pour le tuer, a déclaré Nate en regardant directement le juge Parker dans les yeux. Je suis allé là-bas pour obtenir justice pour ma sœur. Quand il a sorti ce couteau, je me suis battu pour sauver ma vie. L'avocat de BDE, Cross, l'a interrogé de manière agressive, essayant de suggérer que Nate s'était rendu à la ferme d'Ellis Wade avec des intentions violentes. Mais Nate est resté calme. Ses réponses étaient incohérentes et directes. Lorsque ce fut le tour de la partie adverse, Wade lui-même a pris la parole, décrivant son frère comme un homme d'affaires respectable qui avait employé Sarah Harrington par charité. Elle était déjà malade au départ, a-t-il affirmé. Ellis lui avait donné un travail léger et un endroit où loger, et comment avait-il été remercié, si ce n'est par des mensonges sur des mauvais traitements, puis un meurtre, lorsqu'il avait refusé de céder au chantage? Le contre-interrogatoire de Whitfield fut magistral, mettant en évidence les incohérences dans le récit de WDE et soulignant sa poursuite de Nate pendant 5 ans, ce qui semblait excessif pour une simple justice. Diriez-vous que vous êtes motivé par la justice, Monsieur Wade, ou par une vengeance personnelle? Demanda Whitfield sans détour. Mon frère mérite que justice soit faite, répondit Wade, perdant légèrement son sang-froid. Justice ou vengeance? Insista Whitfield. Car la véritable justice tient compte de tous les faits, y compris la légitime défense. La vengeance, en revanche, est aveugle à ces distinctions. Lorsque le dernier témoin quitta la barre, le soleil se couchait derrière les fenêtres de la mairie. Le juge Parker ordonna une brève suspension d'audience afin d'examiner tous les témoignages avant de rendre son verdict. Pendant les minutes tendues qui suivirent, Bridget resta assise, raide, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. De l'autre côté de l'allée, Nate était tout aussi immobile, bien qu'il se soit retourné une fois pour croiser son regard, un sourire rassurant effleurant ses lèvres. Lorsque le juge Parker revint, la salle fut plongée dans un silence absolu. J'ai entendu tous les témoignages et examiné les preuves présentées, commença-t-il d'une voix grave. Cette affaire présente plusieurs aspects troublants. L'enquête initiale semble avoir été menée avec une précipitation excessive et avoir été influencée par la position de la famille Wade au sein de la communauté. Le mandat lui-même contient des incohérences qui soulèvent des questions quant à sa validité. Il fit une pause, son regard passant de Nate à Wade. Plus important encore, il existe des preuves substantielles qui corroborent la thèse de la légitime défense avancée par M. Harrington. C'est le défunt qui a initié la violence en brandissant une arme, et les actions de M. Harrington, bien qu'elles aient entraîné la mort, semblent avoir été entreprises pour protéger sa propre vie. Bridget osait à peine respirer. Le juge poursuivit. Par conséquent, je ne trouve pas de motif suffisant pour extrader Nathaniel Harrington vers le Kansas. De plus, je rejette le mandat et communiquerai mes conclusions aux autorités de Kansas en recommandant vivement que l'affaire soit officiellement classée. Un murmure parcourut la foule lorsque les paroles du juge furent entendues. Bridget sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux tandis que Nate fermait brièvement les siens, les épaules légèrement affaissées. Monsieur Harrington, ajouta le juge Parker, vous êtes libre de partir. Monsieur Wade, votre plainte a été entendue et traitée conformément à la loi. Je considère cette affaire close. Wade se leva d'un bond, le visage déformé par la rage. Ce n'est pas justice, cria-t-il. Cet homme a tué mon frère, Monsieur Wade. La voix du juge claqua comme un coup de fouet. Contrôlez-vous ou je vous ferai expulser de cette salle d'audience et vous ferai condamner pour outrage. Pendant un instant, il sembla que Wade allait défier même le juge, mais son avocat le saisit par le bras et lui murmura quelque chose à l'oreille. Après avoir lancé un dernier regard venimeux à Nate, Wade quitta la salle en claquant la porte derrière lui. Lorsque le juge clôtura officiellement l'audience, les gens commencèrent à sortir, beaucoup s'arrêtant pour féliciter Nate ou lui serrer la main. Le shérif Davis s'approcha et tendit la main à Nate. « On dirait que je n'aurai plus besoin de ces cellules pour vous, Harrington, » dit-il avec un sourire. « Je ne peux pas dire que j'en sois désolé. »« Merci, shérif, » répondit Nate en serrant la main du représentant de la loi, « pour avoir été juste tout au long de cette procédure. »« Je ne fais que mon travail, » répondit Davis. Son expression devint plus sérieuse. « Fais attention à toi pendant les prochains jours. Wade n'a pas bien pris cette décision.
Je ferai attention, promet Nate. Alors que la foule se dispersait, Bridget se fraya enfin un chemin jusqu'à Nate. Ils se regardèrent longuement avant que Nate n'ouvre les bras et que Bridget ne se jette dans son étreinte sans hésitation, indifférente aux quelques spectateurs restants. C'est fini, murmura-t-elle contre sa poitrine. Tu es libre. Grâce à toi, murmura-t-il dans ses cheveux. Tu as cru en moi alors que tu avais toutes les raisons de douter. Monsieur Hollister et Whitfield s'approchèrent, tous deux satisfaits du résultat. Bravo, Robert, félicita Monsieur Hollister son ami. Une présentation magistrale. Les faits étaient de notre côté, répondit modestement Whitfield. Le juge Parker est un homme juste. Il a reconnu la vérité quand il l'a entendue. Ils rentrèrent ensemble au ranch dans la calèche de Monsieur Hollister, dans une atmosphère de soulagement et de célébration. Tommy attendait à la maison principale, ayant été informé du résultat de l'audience par un employé du ranch que Monsieur Hollister avait envoyé en avant pour lui annoncer la nouvelle. « Nate! » s'écria-t-il en se précipitant vers le cow-boy dès leur arrivée. « Tu n'es plus en prison! » Nate l'attrapa et le souleva dans ses bras en riant. « C'est vrai, mon partenaire. Plus de prison pour moi. »« Tant mieux, » déclara Tommy avec la certitude naïve de l'enfance. « Parce que la prison est un endroit horrible et que tu es quelqu'un de bien. »« La vérité sort de la bouche des enfants, » murmura M. Hollister en souriant à cette scène. Ce soir-là, ils partagèrent un dîner de fête dans la maison principale, Mme Abernathy s'étant surpassée en préparant tous les plats préférés de Nate. Ensuite, alors que le crépuscule estival s'étendait sur le ranch, Nate demanda à Bridget de l'accompagner dans les jardins. Ils marchèrent en silence pendant un moment, le doux parfum des roses emplissant l'air autour d'eux. Finalement, Nate s'arrêta près d'une petite fontaine et prit les deux mains de Bridget dans les siennes. « J'ai réfléchi à l'avenir, » commença-t-il d'une voix douce dans l'obscurité grandissante. « Mon avenir. Notre avenir, si tu veux bien de moi. » Le cœur de Bridget se mit à battre plus fort. « Que veux-tu dire, Nate? Je veux dire que je t'aime, Bridget Powell, » répondit-il simplement. « Toi et Tommy tous les deux. Ces derniers mois, vous m'avez donné quelque chose que je croyais perdu à jamais. Un foyer, une famille, une raison d'arrêter de fuir. » Il lâcha l'une de ses mains pour fouiller dans sa poche et en sortir une petite bague sertie d'un saphir modeste mais magnifique, monté sur argent. « Elle appartenait à ma mère, » expliqua-t-il. « C'est la seule chose de valeur que j'ai gardée avec moi toutes ces années. Je serais honoré que tu la portes en tant que mon épouse. » Des larmes de joie remplirent les yeux de Bridget alors qu'elle regardait la bague, puis l'homme qui la tenait. « Oui, murmura-t-elle. « Oui, Nate Harrington, je t'épouserai. » Il glissa la bague à son doigt, puis l'attira dans ses bras pour lui donner un tendre baiser. Bridget avait l'impression que son cœur allait exploser de bonheur. De l'épuisement et de l'exploitation à l'amour et à la promesse en quelques mois seulement, cela semblait presque irréel. Mais la force solide des bras de Nate autour d'elle était bien réelle, tout comme l'amour qui brillait dans ses yeux lorsqu'ils se séparèrent enfin. « Nous devrions le dire à Tommy, » dit-elle en lui souriant. « Tu penses qu'il sera d'accord? » demanda Nate, une pointe d'inquiétude sincère dans la voix. Bridget rit doucement. « Nate, ce garçon espère cela depuis le jour où tu lui as donné ce cheval de bois. Il t'adore et je l'adore, » répondit Nate sérieusement. « Je ferai ce qu'il faut pour vous deux, Bridget. Je te le promets. »« Je sais que tu le feras, » dit-elle en lui prenant la main pour retourner à la maison. « Nous ferons ce qu'il faut l'un pour l'autre. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard dans la petite église de Petaluma, M. Hollister conduisant la mariée à l'hôtel et Tommy jouant fièrement le rôle de témoin. Toute la ville se rendit à la fête qui suivit, organisée dans l'enceinte du ranch H. Jed Wade, avait quitté Petaluma le lendemain de l'audience, sa vengeance contrecarrée par la justice et la loi. Quelques mois plus tard, le shérif Davis apprit que les autorités du Kansas, après avoir examiné les conclusions du juge Parker, avaient officiellement clos l'affaire contre Nate, dissipant ainsi la dernière ombre qui planait sur leur bonheur. En tant que contremaître du Rocking H, Nate continua à mettre en œuvre des améliorations qui augmentèrent la productivité du ranch et le bien-être de ses travailleurs. M. Hollister, revigoré par son implication dans l'affaire de Nate, reprit un rôle plus actif dans l'entreprise, guidant Nate dans les subtilités de la gestion d'un ranch. Bridget et Tommy emménagèrent dans la cabane du contremaître avec Nate, la transformant d'un simple logement de célibataire en une chaleureuse maison familiale. Leur jardin s'agrandit, tout comme leur petit troupeau d'animaux,
Tommy étant particulièrement fier de s'occuper du poney que M. Hollister lui avait offert pour son 6e anniversaire. Un an après leur mariage, leur famille s'agrandit à nouveau avec la naissance d'un fils, James, nommé en l'honneur du père de Bridget. En regardant Nate bercer leur nouveau-né, Tommy le regardant par-dessus son épaule avec fascination, Bridget réfléchit au chemin qui les avait menés à ce moment. Depuis le jour où Nate avait tenu tête à Fletcher en déclarant « Elle vient avec moi à cette soirée paisible dans leur propre maison, entourée d'amour et de sécurité », cela semblait à la fois une éternité et un battement de cœur. « À quoi penses-tu » demanda Nate doucement, remarquant son expression pensive. « Au fait que parfois les chemins les plus difficiles mènent aux plus belles destinations, répondit-elle en tendant la main pour lui caresser doucement le visage. Et à quel point je suis heureuse que tu aies trouvé le courage d'intervenir ce jour-là au ranch. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit-il en se penchant pour l'embrasser, prenant soin de ne pas déranger le nourrisson endormi dans ses bras. Même si te demander de m'épouser arrive juste après, dit Tommy en tirant sur la manche de Nate. Je peux te tenir James maintenant. Je ferai très attention. Bien sûr, mon grand, répondit Nate en montrant au garçon comment soutenir la tête de son petit frère pendant qu'il le prenait dans ses bras. En regardant sa famille, le mari dévoué qu'elle avait trouvé dans les circonstances les plus improbables, le frère qui devenait un beau jeune homme sous la tutelle de Nate, et la nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble, Bridget ressentit un bonheur si profond qu'il semblait remplir chaque recoin de son être. Le contremaître l'avait poussé à bout, mais un cow-boy était intervenu et avait changé le cours de sa vie pour toujours. Ce faisant, il avait trouvé son propre salut, son propre foyer, la paix de son cœur après des années de fuite. Certains appelaient cela le destin. Bridget appelait simplement cela un amour assez puissant pour surmonter le passé, assez fort pour soutenir le présent et assez lumineux pour éclairer l'avenir. Un avenir qu'ils construiraient ensemble jour après jour, année après année, avec un dévouement inébranlable et une joie constante.